à tous et merci aussi à Ariel qui courageusement continue de m'inviter malgré mes sujets complètement inédits et quelquefois un peu foutraques d'ailleurs, pensant aux pirates. Il fallait quand même préciser que ces pirates étaient juifs et qu'ils étaient largement associés à tous ces aventuriers qui... qui volaient tous les galions qui revenaient des Amériques et qui s'étaient enrichis. Et on a parlé en principe du fameux Samuel Palache, qui était aussi un hidalgo installé à Amsterdam et qui a inauguré la première communauté juive après que, que les Provinces-Unies s'affranchissent de la présence espagnole. Mais aujourd'hui, j'avais envie effectivement de parler de l'évolution et de la mutation des femmes juives du Maroc entre le 19e et le 20e siècle, parce que ça fait partie de ce que j'appellerais mes archives intérieures. C'est-à-dire que j'ai assisté malgré tout à cette évolution, ayant connu ma grand-mère, évidemment. Et je me suis toujours demandé comment ces femmes qui étaient uniquement concentrées dans la sphère ménagère avaient pu tout d'un coup en sortir en un espace-temps assez réduit, finalement. C'était assez limité. Et j'ai eu envie d'aller débusquer, justement, les raisons, peut-être aller tirer le fil de ce qui allait m'amener à comprendre comment avait commencé toute cette aventure. Alors évidemment, pour arriver à les suivre dans leur rapport à la modernité, à l'occidentalisation et de fait à leur émancipation, puisque c'est de ça dont il est question, on va aller voir quelles étaient les ruptures avec les siècles antérieurs, et puis repérer aussi les constantes qui ont été préservées pour maintenir leur héritage culturel. Alors pour y parvenir, bien sûr, on va d'abord avoir recours à un cadre historique, assez bref d'ailleurs, historique et chronologique. J'ai eu recours à un matériau archivistique et en plus, Ariel a eu l'excellente idée de rajouter des documents qui m'ont échappé, hein, cela je dois dire, très très intéressant dans une petite brochure qu'il vient de me remettre et que vous pourrez certainement vous procurer. Eh bien, écoutez, je vous félicite parce que là, vous me donnez du travail en plus et certainement des découvertes en prévision. Donc, on peut bien sûr avoir recours à des archives qui sont nombreuses, ma foi. Quoique, il faut faire beaucoup de lectures périphériques pour aller déceler. Personne n'a vraiment traité précisément ce sujet des femmes. Le sujet n'est jamais circonscrit aux femmes. Il y a de temps en temps quelques allusions par-ci par-là. Et notamment dans les récits des voyageurs. On peut difficilement faire l'économie de ces récits, même s'ils sont tous truffés de stéréotypes. Il y a malgré tout des informations qui ne sont pas négligeables et je vous lirai quelques brefs passages de ce qu'ils ont pu écrire, justement. Il faut aussi préciser, toujours dans cette volonté de donner un cadre historique à cette histoire, il faut dire déjà que le 19e et le 20e siècle représentent déjà pour le Maroc une période de grande mutation à différents niveaux, économiques, social, historiques et culturels. On est juste à la veille de l'instauration du protectorat. Et ces deux sociétés qui sont côte à côte, à savoir la société majoritaire musulmane et la société minoritaire juive, sont pris dans ce mouvement des mutations, mais avec quand même une certaine ambivalence. C'est-à-dire qu'ils veulent bien progresser, ils sont d'accord, mais ils refusent d'y laisser leur âme, et tant mieux. Et puis, je ferai une troisième observation aussi, pour dire que
en parlant de l'amélioration des conditions de vie chez ces femmes, il est évident qu'elle est tout à fait, elle vient en parallèle avec celle de leur communauté d'appartenance. Et enfin, et pour en terminer avec cette brève introduction, je dirais qu'il est difficile de faire de ce groupe féminin particulier une coalition isolée, et donc il va falloir se rapprocher du référentiel incontournable qui est celui de leurs voisines musulmanes. Donc de temps en temps, j'y ferai une brève allusion afin de comprendre quand même ces différences et ce creuset qui va s'instaurer entre les deux communautés jusqu'à devenir irrémédiable. Donc on va remonter un petit instant jusqu'au XVe et XVIIe siècle, juste pour rappeler qu'à cette période, les Juifs, en même temps que les musulmans d'origine andalouse et également les Morisques qui sont les musulmans qui ont continué de vivre en Espagne, dans l'Espagne chrétienne, et jusqu'en 1604, 1602, 1604, et qui ont été finalement obligés de se convertir ou de partir. Donc il y a là un mouvement de crypto-islam qui vient aussi s'additionner au crypto-judaïsme, et la plupart d'entre eux, avec ceux qui sont déjà partis après l'expulsion de 1492, eh bien, ceux-là vont jouer un réel rôle de relais des influences européennes, et c'est à ce moment-là déjà, on peut dire qu'ils vont commencer à perturber les socles de la tradition. Donc, je vous rappelle brièvement également, mais vous le savez tous ici, qu'il y avait deux groupes distincts, bien que ce soit bien plus complexe que ça, mais enfin, pour la facilité, on ne va pas parler des sous-groupes, etc., mais on distingue les Toshavim, donc les Juifs autochtones qui vivaient là, et dont l'implantation remonte à l'Antiquité. Et on les distingue aussi du fait qu'eux vivaient dans une très grande proximité avec le monde berbère. D'ailleurs, je vais citer Pierre Flamand, qui, au milieu du XXe siècle, parle de ces femmes de l'Atlas. Une première citation, et il écrit « Ces juives montagnardes robustes déploient une activité physique sans équivalent dans les juiveries urbaines. Elles filent, tissent, cuisinent, portent l'eau, charrient les bois avec des gestes prompts et sûrs. Elles circulent sur les sentiers muletiers, accompagnent leurs maris au souk. Leurs regards durs et leurs francs-parler sont impressionnants. Leurs costumes et leurs bijoux répètent celui des autres femmes berbères. À tous ceux qui sont allés au Maroc récemment, vous seriez saisis en voyant ces femmes berbères actuellement. Elles correspondent exactement à cette description encore maintenant. C'est-à-dire que ce sont elles qui font le travail, je parle des musulmanes bien sûr, et elles sont exactement comme il le décrit, avec encore le même costume, le même pagne. Si vous allez dans le nord du Maroc, vous pourriez voir qu'elles ont toujours ce chapeau à pompons, et puis toujours leurs fameux bijoux qui sont si lourds de sens et de symboles. Mais ça, c'est un autre sujet dont on pourrait débattre une autre fois, parce que c'est un vrai sujet qui touche à la féminité, évidemment, mais qui touche aussi à la parole détournée, c'est-à-dire au symbole qu'on veut dire, qu'on veut faire dire à ces bijoux. Et sans m'écarter trop de mon sujet, je dirais juste qu'ils portent énormément de symboles sexuels. Donc, si Ariel me réinvite, je pourrais en reparler, parce que c'est un sujet qui est vraiment passionnant, dès lors que tous ces bijoux étaient fabriqués par des juifs, puisque le Coran interdisait le travail des métaux. Alors, à côté de ces Toshavim, il y avait donc ce second groupe qui était constitué de Mégorachim, donc des expulsés. Et, comme je vous l'ai dit, ce sont ceux qui ont tous trouvé refuge
en grande partie au Maroc, mais pas que, en Turquie, etc. Et d'un mot, je dirais que ces Toshavim venaient avec des ordonnances, des takanotes particulières, dont l'une d'entre elles qui a créé quand même pas mal de problèmes, étant donné qu'elle interdisait la polygamie. Donc, au début du XXe siècle, les différences qui interviennent entre Toshavim et Megorachim sont encore légèrement tangibles, et surtout au bas des Ketubot. La Ketouba de mes parents porte la mention Toshavim, et celle de cousins germains porte la mention Megorachim, ce qui est quand même une particularité intéressante. Bon, en fait, ces deux groupes, avec le temps et les siècles, eh bien, il y a eu un tel brassage que, ma foi, ça a fini par souder les deux groupes. Donc, au début du XXe siècle, il y a à peu près 230 ou 250 000 juifs, et ils sont répartis à travers tout le territoire. On en trouve des rives de la Méditerranée jusqu'aux confins sahariens, dans les bleds, dans les montagnes de l'Atlas, et bien sûr, et surtout, dans toutes les grandes urbanisations, et notamment dans des villes comme Mogador ou Sefrou, les habitants juifs dépassaient en nombre les habitants musulmans. Voilà, donc je vous ai promis de vous donner quelques citations extraites des récits de voyageurs. Et je voudrais dire d'abord que dans l'ensemble de ces récits, pour ne pas dire dans tous ces récits, la société juive a toujours été discréditée. On lit fréquemment que le Mela était un cloaque dans lequel s'entassaient des juifs besogneux, soumis, que les enfants souffraient des pires maux. C'est pas faux. Que les maisons étaient insalubres, et en fait on ne traçait qu'un tableau noir, c'est-à-dire que c'est une description quasiment monocéphale où on ne voit pas le fait qu'à côté de prier ou de vivre dans ces endroits ils n'avaient pas l'occasion de pouvoir améliorer leur habitat, eh bien malgré tout il se constituait un patrimoine culturel, artisanal, cultuel également. Et c'était quand même des descriptions qui ont véhiculé un grand nombre de stéréotypes. Et curieusement, seul l'élément féminin avait droit à beaucoup plus d'indulgence, et même, je dois dire, à un certain lyrisme. Et d'autre part, tous ces voyageurs qui passaient par le Maroc étaient bien souvent logés dans le quartier juif, et quoi qu'il en soit, ils n'avaient pas ni la possibilité ni le droit même de voir ces femmes, d'autres femmes musulmanes. Les seules femmes musulmanes qu'ils rencontraient étaient des prostituées qui, avec le temps, ont habité des quartiers réservés. Et pour ceux qui connaissent Casablanca, puisque le quartier existe encore, il a même été restauré, il constitue maintenant un quartier qui ressemble au Marais, et cet endroit s'appelle Bouzbir. C'était, je vois une tête qui se... donc je l'ai moi-même visité il n'y a pas très longtemps. C'était des petites maisons blanches, et il y avait un médecin français qui gérait tout ça, etc. Bon, malheureusement, il y avait aussi des prostituées juives. Je pense que sur 500 prostituées, il y en avait 25 qui étaient juives et qui atterrissaient là parce que les familles les rejetaient pour mauvaise conduite. Donc, je vais citer trois voyageurs, un Anglais, un Français et un Italien, et vous tirerez vos conclusions, à savoir s'ils ont vraiment fait des déclarations correspondantes à leur état d'esprit. Donc le premier, en 1831, c'est un Anglais qui s'appelle Sir Arthur Brooke. Il déclare qu'il n'existe sans doute nulle part ailleurs au monde des femmes plus belles que les Juives de Tanger. Et un an plus tard, c'est confirmé par le peintre Eugène Delacroix, un Français cette fois-ci,
qui écrivait que ces mêmes tangéroises étaient de véritables perles d'Éden. Alors pour sa part, un abbé maintenant, Léon Godard, qui écrit en 1859 sur les femmes de Tétouan, il va, alors pour faire bien la comparaison entre ce qui est écrit sur les hommes et sur les femmes, voilà ce qu'il écrit sur les Juifs. Il écrit « Il était impossible de ne pas avoir les nerfs crispés en écoutant les prières déclamées par les Juifs d'une voix plus désagréable que celle des animaux. » Et à côté, de but en blanc, il va s'émerveiller face à la pureté, je le cite, l'éclat du teint, la régularité des traits, la finesse de l'œil noir des femmes juives, toutes élégantes, revêtues de costumes brodés et parées de bijoux précieux. Donc, c'est pas faux quand on a quand même quelques documents sur les femmes juives, soit le Kbira à Tétouan, elles ont effectivement gardé toutes les traditions castillanes avec ces robes en velours et puis ces rangs de perles interminables qui encore par les mariées tétouanaises musulmanes et juives. Alors l'italien, qui était Edmondo de Amicis, qui a été republié récemment, lui, il était à Fès et il a été fasciné par ces juives dont il écrit « Leur beauté est unique, inconnue ailleurs, opulente et splendide avec leurs grands yeux noirs. » Elles avaient toutes des yeux noirs alors que c'est absolument faux parce qu'il y a à Sefrou par exemple, elles avaient les yeux bleus. Il y a une ville particulièrement au Maroc où tout le monde a les yeux bleus, mais c'est très très particulier, c'est à Chaouen. À Chaouen, qui est une ville où les Juifs habitaient en grand nombre, et qui est une ville qu'ils peignaient en bleu. Et la plupart des habitants, et encore maintenant, si vous avez l'occasion d'aller dans ce magnifique village andalou, qui se trouve justement entre Tanger et Tétouan, ben, vous verriez que les gens ont quasiment tous les yeux bleus. Enfin, pour faire plaisir à la famille d'Annan, je dirais donc que les femmes de Fès étaient les plus belles, avec leur bouche purpurine et leurs contours de statues, etc. Enfin bon, j'ai pas voulu tout vous relater, ça serait trop long. Et là, quand même, juste d'un mot encore sur ces femmes juives berbères, c'est René Caillé qui dit qu'elles sont en général petites, vives, et on est en 1828, qu'elles ont les yeux bleus, voilà, bien fendus, vifs et expressifs, le nez aquilin et la bouche moyenne, qu'elles sont curieuses et bavardes. Et il précise aussi, et comme je vous le disais, qu'il avait été impossible d'apercevoir le visage des femmes musulmanes. On sait bien qu'à dans le Tafilalet surtout, elles étaient vraiment cachées. Et ça sera un des éléments qu'on va voir justement, le fait de sortir dans la rue, qui va être aussi, qui va faire partie de tout ce système et ces mutations. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas comme ça d'emblée, c'est que les premiers à connaître les bouleversements qui vont être annonciateurs de ces mutations seront les foyers urbains du littoral atlantique et méditerranéen. Ce n'est pas du tout dans les montagnes que ça va se passer, puisque on a récemment vu des films sur les départs des Juifs de ces montagnes en Israël, et on voit ces femmes encore en costume traditionnel, tout à fait judéo-berbérophone, et on se rend bien compte qu'elles n'ont pas du tout été touchées par la modernisation, l'occidentalisation, etc. Elles ont été vraiment bien protégées de tous ces mouvements, à part celles qui, bien sûr, sont allées travailler en ville après des périodes de sécheresse ou quand il y a eu quelquefois des périodes où on avait des... on appelle bon, je vous parlerai de ça plus tard. Donc, ce qui va créer le premier bouleversement, ce qui
peut être appelé le primo movens de cette situation, c'est l'introduction de l'éducation profane. Et ces écoles vont être fondées, comme vous le savez, par des associations juives de France et de Grande-Bretagne, et qui vont inaugurer non seulement cet enseignement à double vitesse, mais aussi qui vont permettre aux petites filles d'accéder à la culture. Donc je ne vous rappelle pas que la première école a été fondée à Tétouan par l'Alliance universelle en 1862. Précisément, c'est une année quand même particulière, puisque c'est l'année où les troupes espagnoles vont évacuer la ville, après avoir été présents pendant 2 années, après avoir traumatisé toute la population juive et musulmane, et aussi après avoir permis à des missionnaires de venir pour convertir les plus fragiles des habitants de Tétouan, et notamment certaines mères célibataires. Et il y a vraiment des documents sur ces femmes qu'on appelait les madres solteras, c'est-à-dire ces femmes célibataires qui, de toute façon, avaient été abusées par les soldats espagnols. Et c'est ainsi que ces missionnaires venaient chercher les bébés et les emmener à Malaga ou en Espagne, où ils ont créé une maison maternelle où ils ont élevé un nombre assez conséquent d'enfants juifs, donc dans la foi catholique. Et pour justement développer ce projet de prosélytisme, une école a été créée dans la ville de Tétouan. Elle existe encore, c'est la Virgen del Pilar, qui est maintenant devenu un collège, mais au départ, ça a été créé en même temps que l'Alliance, donc en 1862, mais pour d'autres projets. Alors, ces missionnaires, en fait, c'est un mouvement qui s'est inscrit à la même période à Tétouan et dans le sud. Il y avait des missionnaires qui venaient aussi à Essaouira, à Mogador, des missionnaires protestants qui sont venus, et les Anglais étaient beaucoup plus malins parce qu'ils ont envoyé des femmes. Sur 144 missionnaires protestants, il y avait 88 femmes. Ces femmes mettaient en confiance toutes les personnes, les femmes qu'elles rencontraient, qui étaient fragilisées, qui étaient en dehors qui vivaient dans les quartiers déshérités, et aussi elles cherchaient à les convertir, et ont réussi à les convertir au point que les rabbins, pour stigmatiser ces transgressions, ont aussi rédigé une takana et qui interdisait la fréquentation de ces maisons, et qui refusaient de recevoir l'aumône, parce que leur grande force était de venir avec beaucoup d'argent et en fait d'acheter ces gens pour les convertir. Et on verra tout à l'heure qu'il va y avoir une réaction extraordinaire qui va arrêter ce mouvement. Et il y aura des associations juives, et notamment l'Alliance, qui va se mêler de cette affaire, mais aussi le Board of Deputies de Londres, et puis une association américaine aussi qui a été terriblement efficace pour éviter cette déjudaïsation qui était en cours au moment de la création de l'Alliance. Ce serait intéressant justement d'analyser cette année 1862 qui est quand même riche d'événements, et qui peut-être est à l'origine certainement de mutations aussi, je dirais, dans la société juive. Donc, pour en revenir aux effets de l'inscription de ces filles dans ce réseau scolaire, qui étaient admises, donc elles ont commencé à être admises au même titre que les garçons,
Et elles ont commencé donc à se libérer de la sphère ménagère, comme je vous le disais, et aussi de sortir dans la rue, ce qui est important. Tout d'un coup, leur regard qui est limité à leur frère, à leur père ou à la jante masculine familiale peut se poser sur n'importe qui dans la rue et, et peut créer quand même malgré tout une certaine libération et une certaine ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Donc, juste pour donner encore un chiffre qui est important, en 1912, donc au moment du protectorat, il y avait 5237 élèves dans les écoles d'Alliance et quand même 2023 filles, ce qui est quand même intéressant parce que ça relève aussi d'une libération des mentalités dès lors que les parents autorisaient leurs filles à fréquenter ces écoles. Et pour faire une petite comparaison avec la scolarisation des musulmanes qui allait être beaucoup plus tardive, pour ne pas dire qu'elle allait se mettre en marche après la Seconde Guerre mondiale, entre 45 et 50, on compte une fille pour 4 garçons à l'école pour les musulmans. Donc, on va commencer à noter des attitudes nouvelles. On va commencer même à lire des réflexions plus ou moins bienveillantes dans la bouche des Français qui sont là, et notamment le consul de France qui déjà en 1905 note, je le cite, « Les vieilles coutumes commencent à tomber en désuétude, surtout dans les villes côtières où les Juifs sont en contact avec les Européens dont ils se plaisent à imiter les comportements. Les rabbins des villes de l'intérieur ne peuvent plus épouser ou répudier plusieurs femmes sans subir de critiques. L'influence européenne commence à se faire sentir irrémédiablement. » Et en fait, il a prophétisé parce que c'était fini. Le mouvement était en route et ça n'allait jamais reculer. En tout cas, et comme il le dit, c'est vrai pour les villes, je le redis. Ce qui va également créer un craquellement dans ce monde traditionnaliste, c'est le recul du mariage des filles, qui était fixé jusqu'à 10-12 ans, et puis tout d'un coup, on décide que c'est fini. Et donc, quand ces filles sortent dans la rue, elles supportent de moins en moins les mariages arrangés par les familles. Et il y a d'ailleurs un roman que peut-être vous avez lu qui s'appelle Mazal Tov, qui a été écrit par Blanche Mandahan en 1930. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille parce qu'il est riche en informations. Et aussi, il vous montrera à quel point les femmes étaient anxieuses de se défaire de ce carcan. Donc, elle raconte dans son livre qu'il y avait, à ce moment-là encore, un mouvement vers l'Amérique du Sud qui a été déclenché également par la présence des Espagnols et toutes les souffrances qu'ils ont imposées aux Juifs de Tétouan. Et donc, il y a eu un mouvement vers l'Amérique du Sud. Et ces gens qui allaient en Amérique du Sud revenaient quelques années après et voulaient se marier avec une jeune tétouanaise. Et en échange, ils donnaient aux familles, ils leur procuraient des passeports brésiliens ou argentins. Et elle raconte dans son livre que finalement, plus personne ne souhaitait être vendu pour un passeport étranger. Et elle le décrit très très bien. Donc ces jeunes femmes n'ont plus voulu être mariées contre leur gré. Bon, c'est pas parce qu'elles ne voulaient pas que ça se faisait. Ça continuait effectivement à fonctionner comme ça, mais en tout cas, elles ont commencé à s'exprimer là-dessus. Et alors, ces femmes ont eu de recours à des associations philanthropiques qui venaient pas nécessairement au secours des femmes juives, mais qui étaient présentes au Maroc pour sauver les femmes battues ou celles qui étaient réduites en esclavage. Et il y en avait deux notamment, qui étaient la Howard Association et l'autre qui s'appelait l'Anti-Slavery Society, qui était basée à Tanger.
et euh, qui était dirigé par la légation britannique et notamment par Sir John Drummond Hay, qui lui est un personnage très controversé, mais qui a été, comme on dit, le pacha de Tanger pendant des années, puisqu'il avait également l'exclusivité de la chasse, c'est lui qui régimentait toutes les arrivées des consuls, etc. Donc c'était un personnage haut en couleur et qui, en fait, aussi avait la main forte sur tout ce qui se passait dans la communauté juive. Alors, tous ces détails, on les retrouve dans la presse locale. Et il y a notamment un journal qui est publié à Tanger et dont les colonnes sont remplies d'histoires comme celle-là, comme celle que je vais vous raconter maintenant. C'est un journal qui s'appelle le Times of Morocco et les journalistes donc relatent des petites histoires où nous, on va aller justement trouver des éléments qui nous prouvent encore une fois que les femmes déjà, fin du 19e siècle, sont en train de secouer tout ce carcan de la tradition. Donc là, juste une petite affaire que je voudrais vous raconter parce qu'elle a défrayé la chronique et parce qu'elle a dépassé le cadre de la presse locale et du Times of Morocco qui visiblement était lu à l'étranger. Et voilà de quoi il s'agit. Donc on est en 1880 et l'interprète de la légation de France qui avait l'habitude de se rendre dans une maison close tenue par une juive demande à ce qu'elle soit fouettée par des agents du pacha de Tanger parce que, et là il écrit, il fait un rapport au Quai d'Orsay, et il écrit qu'il fallait punir cette tenancière parce qu'elle prostituait des enfants, et notamment un jeune nègre âgé de 12 ans, et que c'était insupportable. Donc, dans le journal, il n'est pas précisé l'exacte raison pour laquelle cette femme devait être fouettée, mais toute cette affaire est reprise par le Jewish World de Londres, par l'Atlas d'Alger ou en Italie aussi par un journal juif qui s'appelait la Gazzetta del Popolo. Et il relate toute cette affaire en disant que c'est une bastonnade injustifiée. Et à l'intérieur du pays, il y a un avocat qui s'appelle Maître Lévi Cohen, qui est de Mogador, naturalisé anglais, comme c'était à l'époque assez fréquent, puisqu'il y a ce système de protection dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et cette femme aussi est défendue par un des premiers banquiers marocains qui s'appelle Haïm Ben Chimol, et qui est non seulement banquier, mais qui a aussi un organe de presse qui s'appelle Le Réveil du Maroc. Donc ça fait une histoire pas possible, et au point qu'on fait pression sur le Marzen, et là il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, puisque les femmes étaient vraiment tenues pour comment dire, minoritaires dans la minorité. Et la pression est telle que la femme juive va recevoir 400 francs, un désaveu du Marzen. Et à partir de là, ce qui est intéressant pour cette histoire, c'est que dès lors, c'est un peu maintenant comme pour les femmes violées, tout d'un coup, on a pu lire dans cette presse toute une série d'histoires de femmes qui sont venues se plaindre de toutes sortes de choses. Elles sont devenues contestataires, on est seulement en 1880, jusque-là elles sont confinées à la maison et tout d'un coup elles étalent dans les journaux des histoires terriblement intimes. Donc je pense que c'est une brèche qui s'ouvre aussi à travers cette histoire qui est symptomatique. Alors évidemment, elle raconte aussi, et bien souvent, des histoires de violence conjugale qui sont fréquentes et bien répandues. Mais ça ne trouve pas un grand écho parce que encore à cette époque-là, peut-être que ça semble normal d'être violent avec sa femme. Mais alors elles trouvent une autre porte d'entrée pour se plaindre. Elles vont aller informer
des consuls étrangers et aussi des femmes qui, justement, étaient mariées à des juifs aisés qui étaient protégés, qui avaient ce qu'on appelait en arabe l'hinaya, c'est-à-dire que non seulement ils étaient protégés par des consuls étrangers, mais encore ils étaient soumis aux lois du pays qui les protégeait. Alors, il se passait des choses assez gênantes et embarrassantes pour ces consuls et ces États protecteurs lorsque ces femmes venaient parler de la polygamie de leur mari et du fait donc qu'ils ne se soumettaient pas au statut personnel de la patrie d'adoption. Donc là encore, ça créait un véritable hiatus. En ce qui concerne les femmes juives de conditions beaucoup plus modestes, puisqu'il y en avait, la plupart d'entre elles étaient recrutées dans les légations consulaires, puisqu'on n'autorisait pas les femmes musulmanes à aller travailler. Et donc elles venaient s'épancher auprès des femmes de consuls. Et on a aussi des échos de toutes ces histoires. Et d'ailleurs, on a une confirmation par l'explorateur René Caillé qui raconte que quand il est arrivé chez le consul, c'est une femme juive qui l'a introduit et qui travaillait là, et il dit combien il a apprécié sa discrétion. Alors il y a maintenant une autre, c'est juste pour la petite histoire et c'est intéressant parce que je vous ai parlé tout à l'heure de Delacroix, qui a quand même été le premier à nous fournir des documents et une iconographie sur la population juive de Tanger. Et là, il y a encore une autre femme juive qui était cuisinière dans la légation de France et qui a été croquée par Henri Regnault. Et elle aurait posé pour la toile qui est intitulée Salomé et qui est au Metropolitan Museum de New York. Sauf que récemment, un critique d'art dit que c'est pas du tout une femme juive qui a posé pour Henri Regnault, que c'est une toile qu'il a commencée en Italie et qu'il est venu terminer à Tanger, effectivement. Bon, il n'a jamais pu s'exprimer là-dessus parce qu'il est mort un an plus tard. Mais voilà qu'un diplomate, on trouve un texte au passage d'un diplomate français qui se trouve à la légation de France et qui écrit que, effectivement, cette femme juive qui avait posé pour Regnault, il a décrit absolument comme la toile la montre. Vous pouvez aller chercher justement cette toile sur Internet au Metropolitan Museum et vous pourriez décider vous-même du fait qu'elle est juive ou non. En tous les cas, la façon dont il l'a décrit paraît tellement précise qu'il n'y a peut-être pas de doute sur le fait que Salomé était en fait la cuisinière juive de la légation de France. Il écrit « Ses traits sont délicats, ses yeux superbes de profondeur et d'éclat, et sa chevelure ébouriffée encadre son visage. » Il dit que chaque matin, quand il ramenait son cheval dans la cour de la légation, il apercevait occupé à sa prosaïque besogne. Je ne sais pas ce que c'est que dans ce cas une prosaïque besogne, pour dire qu'elle faisait le ménage, ou je ne sais pas. En tout cas, il y a un mystère autour de cette Salomé. Donc, une autre façon encore d'accéder à une certaine visibilité pour ces femmes juives, ça ne devait pas être facile, effectivement, de repousser les limites de leur enfermement, je dirais, dans la tradition et dans la vie de famille et par rapport au regard des autres. Le regard des voisins est très important dans le monde méditerranéen et on essaye de l'éviter au maximum. Et donc, elles ont trouvé l'occasion de participer à des actions philanthropiques, des actions de bienfaisance. Et elles prenaient en charge et défendaient les intérêts des hérités. Et en vérité, elles innovaient parce que jusque-là, toutes ces œuvres étaient une chasse gardée
des messieurs. Et c'était aussi, les messieurs gardaient ce terrain que j'appellerais péjorativement de chasse, parce que c'était pour eux des enjeux de pouvoir. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant vers les années 1913. Un rabbin ashkénaze va venir au Maroc, il s'appelle le rabbin Zeev Alperin. Il arrive de Kharkov et il arrive au Maroc. Il se rend compte que les écoles sont dans un état indicible, que les élèves sont entassés dans une classe unique, donc on ne fait pas attention au niveau, c'est d'une crasse redoutable, et il est scandalisé. Alors il va aller s'adresser à Fès, donc il va aller s'adresser aux messieurs, aux élites, qui vont opposer un refus. Ils n'ont pas que ça à faire et ça ne les intéresse pas. Et ça existe depuis la nuit des temps, pourquoi changer? Et ce rabbin Alperin, qui est un entêté, va se dire, puisque les messieurs ne veulent pas, je vais m'adresser aux femmes. Et il va trouver vraiment un écho favorable auprès de deux femmes extraordinaires qui vont créer Habanim, M, E de Esther et M de Myriam. Donc c'est Esther Asaraf et Myriam Atiya. Habanim du psaume 113-9, évidemment. Et avec elle, en 1913, il va créer cette institution qui va effectivement lever des fonds. Et donc, elles sont obligées de sortir, d'avoir accès à toutes les associations, les sociétés, qu'elles soient masculines ou non. Et en fait, le résultat est extraordinaire parce qu'elles vont réussir à offrir un très beau bâtiment aux enfants, un enseignement gratuit, des classes, des niveaux, des encriers, des porte-manteaux, enfin des bancs, tout ce qu'on peut avoir dans une école digne de ce nom. Et alors après, il y a toute une histoire avec ce rabbin parce qu'il était, il était considéré comme étranger, donc il est allé se réfugier à l'Arrache où il a créé une école. Elles se sont trouvées seules, mais elles ont continué et elles ont réussi à ameuter plusieurs femmes qui sont venues s'agréger à leur groupe, et elles ont créé une autre école encore en 1927 cette fois. Et elles ont réalisé que les enfants qui venaient dans ces écoles, bien souvent, mouraient de faim. Et elles ont donc commencé à distribuer des repas chauds, et non seulement ça, mais des vêtements et des livres. Et à ce moment-là, cette institution a fait tache d'huile, et la plupart des villes ont souhaité avoir les leurs. Et c'est comme ça qu'à Fès, il y avait 1200 élèves entre Fès et Meknès, et 650 à Sefrou, ce qui est quand même une très belle réussite. Et après, ça a été un mouvement qui a été repris par Otsara Torah. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'une femme extraordinaire, dont je vais faire un petit peu le portrait, m'arrêter sur son œuvre, parce que c'est une philanthrope très originale, qui a été absolument adorée et qui a vécu à Mogador. Donc je veux parler de Stella Korkos. Donc elle est née aux États-Unis, d'une famille anglaise, et elle vit dans une famille aisée, mais quand son père meurt, son père s'appelle Abraham Duran, quand son père meurt, avec sa mère qui est de la famille Montefiore, Rebecca Montefiore, elle décide de revenir en Angleterre. Donc là, Stella se sent tout à fait attirée par l'enseignement, et au cours d'une festivité, elle rencontre un riche commerçant marocain d'Essaouira qui s'appelle Moses Korkos. Ils vont se marier et aller s'installer à Mogador, donc on est en 1884.
Donc après un tel périple, on peut se dire qu'arrivée à Mogador à la fin du 19e siècle, elle aurait pu être un petit peu dévastée parce que la communauté était quand même, comme je vous l'ai dit, justement polluée par ces missionnaires et que c'était quand même, il y avait un mélat, il y avait une grande pauvreté, même si la population était plus constituée de juifs que de musulmans. Alors elle fait un état des lieux. Elle se rend compte que ces missionnaires chrétiens réussissent très très bien et que finalement il faut répondre. Alors elle va s'associer à l'Anglo-Jewish Association et là elle va créer une école de filles essentiellement gratuite où sont enseignées des matières complètement nouvelles, c'est-à-dire l'anglais. C'est comme ça que maintenant les gens des Essaouira ont dans leur langage un nombre de mots en anglais assez consistant. Bon, je ne vais pas vous en faire une petite liste, quoique. quoique. Donc, elle va leur enseigner l'anglais, l'hygiène, la couture, la broderie, mais aussi, elle va introduire une notion tout à fait nouvelle, c'est l'art dramatique et le théâtre juif. Elle est la première à avoir introduit le théâtre juif au Maroc. Et bien sûr, à côté de ça, il y a toutes les matières qui sont enseignées dans les écoles élémentaires, comme les mathématiques, la géographie, les sciences, etc. Donc, c'est quand même une école qui, en peu de temps, va compter 173 filles, c'est énorme, et puis après 225, et euh, en fait, quand on fait la comparaison avec l'école de l'Alliance, il y en avait plus chez Stella Korkos qu'à l'école de l'Alliance, parce que cette femme a été considérée immédiatement comme une icône, une mère libératrice, comme elle était absolument adorée par les élèves. Et la communauté juive aussi lui vouait une admiration sans borne. Et au point que chaque fois que des consuls visitaient la ville ou de hauts dignitaires venaient à Mogador, qu'on appelle aussi Essaouira, ça vous le savez, eh bien, on leur faisait visiter l'école de Stella Korkos et elle donnait une représentation. Les petites filles déguisées en garçons, en tout ce qu'on voulait. Et donc, le théâtre a commencé. Elle a suscité quelques vocations comme ça à partir de ce moment-là. Donc, mais elle ne s'est pas contentée de créer une école. Elle s'est associée au Foreign Office et elle a commencé à vouloir mettre fin au surpeuplement du Mela. Elle trouvait aussi que les gens riches, ces juifs riches qui louaient à ces gens pauvres exagérés pour les loyers, elle trouvait que les conditions d'hygiène étaient insupportables parce que justement il y avait des juifs qui venaient des régions berbères à cause des sécheresses et des épidémies, ou alors ils cherchaient du travail, ils étaient beaucoup plus sûrs d'en trouver là. Donc elle va commencer à écrire. Elle va écrire à Lord Salisbury, qui est Premier ministre. Elle va régulièrement envahir le Foreign Office de ses lettres. Et elle va dénoncer toujours, et toutes ces lettres sont des sempiternelles répétitions de la cupidité des riches propriétaires et des intérêts égoïstes. Elle répète tous dans ça. Mais elle ne va pas se contenter d'assaillir les Européens, elle va aussi assaillir le sultan. Et ça c'est extraordinaire parce qu'elle est la première femme à avoir obtenu au Maroc une audience. Donc c'est à ce moment-là le sultan Moulay Abdelaziz qui est sur le trône. Et alors elle va aller de Mogador au palais royal de Marrakech à cheval. Et elle va aller lui réclamer un financement pour étendre le Mela et pour construire de nouvelles maisons. Donc il va la recevoir et elle va obtenir gain de cause. Et ça, c'est une première quand même
au Maroc, et il va y avoir effectivement 150 maisons qui vont être construites en dehors des murs. Et elle a fait ça on peut la suivre pendant environ 40 ans. Elle n'a pas arrêté d'adresser des pétitions et aussi, elle aussi a utilisé les colonnes de la presse parce qu'elle trouvait que les Juifs au Maroc étaient souvent victimes d'injustices insupportables. Et donc, avec peut-être ces idées importées d'Europe qu'elle a appliquées, elle a sûrement fait avancer énormément la société et ses coreligionnaires. Et il y a encore ses descendants qui écrivent sur cette famille, et notamment Sidney Korkos qui vit en Israël, qui dirige un musée et qui a écrit des textes vraiment passionnants sur son ancêtre. Alors pour revenir maintenant à ce qu'était l'évolution des femmes juives au temps du protectorat, bien sûr, cette évolution va s'accentuer pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées. Elle va s'accentuer et c'est vrai aussi pour la majorité musulmane, quoique à ce moment-là, quand le protectorat est instauré, c'est le premier résident général, le maréchal Lyautey, qui avait des visées de modernisation. Il voulait bien moderniser le pays, mais à la fois c'était ambivalent, parce qu'il voulait protéger les us et coutumes, mais à la fois il avait rejeté toutes les demandes de modification du statut juridique des Juifs marocains. Il n'était pas question, comme en Algérie, de leur octroyer la nationalité française, comme ça avait été fait en 1870 par le décret Crémieux. Là, c'était tout le temps des refus. Il avait un certain nombre de demandes qui atterrissaient sur son bureau, mais c'était toujours suivi d'un refus. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis à la tête des comités, il a mis des Français qui ne connaissaient rien au monde juif. Et puis il s'est vraiment désintéressé de la scolarisation ou de l'insalubrité des mélas, etc. Il s'est beaucoup plus occupé des palais, dans les médinas, etc., qui, grâce à lui, sont restés en état, ont été restaurés, etc. C'est très bien, mais tout ce qui a concerné le monde juif, il l'a purement et simplement ignoré. Encore une petite citation des frères Tarot, qui est quand même certainement chargé de malveillance, d'antisémitisme, puisqu'on connaît bien les frères Tarot, ils sont réputés pour ça, mais à la fois, ce qu'ils écrivent là est un vrai reflet de la réalité. Ils écrivent à propos de ces jeunes qui vont dans les écoles. Ils écrivent, à eux seuls, ces 10 000 juifs nous envoient plus d'écoliers que les 100 000 musulmans de Fès. Tous propres, tirés à 4 épingles. C'était presque incroyable que ce petit monde si net fût le produit de cet affreux nid sordide. L'engouement de ces juifs pour tout ce qu'ils peuvent attraper de notre civilisation fait un peu tituber l'esprit. C'est très fort ce qu'il dit là. Et à la fois, pour moi, c'est symptomatique de cette envie, effectivement, et de cet engouement pour la culture française et sans doute pour tout ce qui touche à l'occidentalisation. Alors, ce qui va effectivement continuer d'améliorer la situation des Juifs et partant des Juifs, bien sûr, c'est que leur sécurité est beaucoup mieux assurée. Et donc, ils ont une situation qui devient moins aléatoire. C'est-à-dire qu'ils ils sont à l'abri des actions du genre de ce qui s'est passé à Fès en 1912, par exemple, du Trittel et tout ça.
malgré tout, on en voit, il y a quand même euh, des militaires qui sont aux portes du Mela, bien souvent. Et enfin, en tout cas, il y a une force dissuasive pour ne plus attaquer les Juifs, qui se sentent bien plus en sécurité. Il y a aussi toutes ces campagnes de vaccination qui vont les maintenir en bonne santé. Il va y avoir une lutte contre toutes les épidémies et du coup leur condition physique va s'améliorer. Et puis, comme troisième point important, c'est qu'ils sont recrutés massivement pour occuper des emplois qui ne sont pas toujours des emplois en haut de la hiérarchie, c'est souvent des emplois subalternes, mais qui font qu'ils connaissent le français depuis déjà une cinquantaine d'années. On est en 1912, l'Alliance est là depuis 1862, donc depuis 50 ans, ils pratiquent la langue, ils la connaissent, ils connaissent la culture française, etc. Donc ils étaient désignés pour être des interprètes, des comptables, des contremaîtres, etc. Et tout ça, tout ce qui est vrai pour les messieurs est aussi valable pour les femmes, puisqu'elles vont bénéficier à leur tour d'une certaine sécurité de l'emploi et elles vont avoir des revenus fixes. Alors il y a des petites choses qui peuvent paraître anecdotiques, comme par exemple le fait de pouvoir faire des cadeaux, qui était le domaine réservé aux messieurs. Le fait de pouvoir aussi assurer les frais du ménage, ça donne quand même un espace de liberté et d'estime de soi, sans doute. Donc, elle commence à grignoter sur les privilèges des hommes, et puis aussi, elle commence à quitter le foyer toute la journée. Donc, de facto, elles ont une liberté de mouvement. Elles sont plus sous la férule du père, du frère, du mari, et donc elles sont plus du tout assignées à résidence, et toute la liberté va venir de tous ces faits. Il y a aussi d'autres mutations qui vont s'imposer, et c'est la mutation vestimentaire. Il y a, maintenant qu'on sort, on voit comment s'habillent les femmes françaises, etc. Il y a un engouement pour la mode. Donc il va y avoir aussi autre choix qui va déterminer de leur occidentalisation, c'est le choix du prénom. Le prénom usuel. On ne va plus avoir de prénom biblique ou toujours associé en tous les cas à un prénom francisé. Donc tout ça allait de pair avec une libération intérieure et puis surtout, une nouvelle écoute du monde. Elles étaient vraiment confinées et tout d'un coup, toutes les limites vont être, toutes les frontières vont être ouvertes. Alors, elles s'engouffrent dans ces brèches. J'ai envie de dire que, passez-moi cette comparaison, mais j'ai envie de dire qu'elles n'ont pas eu besoin de Simone de Beauvoir à la fois. Elles se sont libérées. Et en même temps, elles n'ont jamais revendiqué, comme pouvaient déjà le faire les Algériennes, elles n'ont jamais revendiqué l'égalité des sexes. Ça ne leur venait même pas à l'esprit. En tout cas, on ne trouve trace d'aucune revendication de ce titre. Tout ce qu'elles voulaient, c'était balancer le carcan des traditions, mais quand même en préservant leur identité et leur pratique religieuse, ce qui n'était pas exactement le même cas en Algérie. Alors évidemment, tous ces signes de libéralisation et d'occidentalisation ne vont pas passer sans offusquer les voisins musulmans. Et ce qui était en fait démontré en creux avec tout ça, c'est que les femmes musulmanes, elles, continuaient à peser sous le poids de la tradition et à rester justement confinées à leurs tâches qui n'étaient que ménagères. Alors, on va trouver encore une fois écho dans la presse, dans les années 30 et 40, écho des critiques contre ce précédent juif. C'est un modèle à éviter, c'est ce qu'ils écrivent.
Et ils disent que l'instruction moderne est le signe avant-coureur d'une altération des valeurs traditionnelles et des comportements vertueux. Et il y a même un article du 5 décembre 1941 qui est intitulé comme ça: Défendons la jeune musulmane contre les maux de la rue. Ça veut tout dire. Donc, il y a quand même, à côté de ça, il n'y a pas qu'une réaction régressive. Il y a un petit groupe qui est mené par un certain Gunnoun, qui est un alim, qui va fonder à Tanger en 1936 une école libre mixte. C'est révolutionnaire. En fait, ce qu'il voulait montrer, c'est que si on éduque les femmes, eh bien, ces femmes qui vont être des futures mères vont pouvoir bien éduquer les hommes qui vont devenir d'excellents citoyens. Donc, malheureusement, son expérience n'a pas duré. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'école ne s'est démocratisée et féminisée au Maroc qu'au lendemain des années 60. Et il y a encore un taux d'analphabétisme au Maroc qui est de 50% de la population, ce qui est énorme, hommes et femmes confondus. Alors, malgré tout leurs efforts, malgré tout ce que je viens de vous raconter sur les progrès socio-économiques, sur les progrès des mentalités, sur les stratagèmes des femmes pour se libérer et pour qu'il y ait une mutation dans leur situation, il était clair qu'elles n'arrivaient pas à s'intégrer parfaitement au modèle français. Et à ce moment-là, elles vont se retourner vers le sionisme. Et les femmes vont s'impliquer énormément dans ce mouvement sioniste. Elles vont en masse adhérer au Keren Kayemet les Israël, lever des fonds justement pour l'achat des terres en Palestine, et elles vont avoir des activités sionistes ouvertes. Elles vont de cette façon-là encore participer de l'évolution de la société. Alors, ce qui se passe dans le même temps, on est dans les années 30, et à ce moment-là, il y a des Juifs qui fuient les exactions du Troisième Reich, des Juifs qui fuient l'Europe et qui viennent se réfugier au Maroc. Ils ne viennent pas pour y rester, ils viennent pour essayer de trouver un visa qui va les mener soit en Amérique du Nord, soit en Amérique du Sud. Il y a environ, parmi ces Juifs, il y en a qui sont connus. Vous avez connu le philosophe Stéphane Moses, qui est passé par le Maroc pendant la guerre. Bon, il y en a d'autres moins glorieux, peut-être, Dominique Strauss-Kahn, d'autres encore, qui sont venus se réfugier aussi, et qui, quand ils étaient allemands ou autrichiens, étaient enfermés dans des camps d'internement. Il y a eu quand même 14 camps d'internement au Maroc. On ne les appelait pas toujours camps d'internement parce que c'était politiquement incorrect. On appelait ça des centres de séjour surveillés. Mais enfin, ça ne changeait rien. Il y avait quand même beaucoup d'internés juifs et il fallait assurer leur défense. Ils étaient souvent maltraités. Et là, c'est une avocate juive tangéroise, mais qui était installée à Casablanca, qui va défendre leur cause. Et c'est maître Hélène Cazès Benatar qui s'est battue pour essayer de leur trouver des séjours de transit, des visas également. Et elle faisait tout ça alors qu'il y avait des lois vichistes au Maroc à l'époque. Il y avait un antisémitisme qui avait même instauré un numerus clausus dans les lycées. Et donc, elle s'est battue. Je voudrais juste dire que ça a été la première femme avocate du Maroc, juifs et musulmans confondus. Elle avait fait ses études à Bordeaux et elle était terriblement engagée dans les œuvres caritatives et auprès de la Croix-Rouge. Il y a une documentation très riche sur maître Hélène Cazès Benatar. Elle a laissé des films, elle a laissé toute une série de documents qui sont
qui ont été collectés par le Mémorial juif de New York. C'est un personnage qui mériterait vraiment une étude approfondie, je dirais même peut-être un livre, tellement elle a lutté et elle a mis même quelquefois sa vie en péril, je dirais. Donc à ce moment-là, je passe sur 10 années, on arrive en 1941. Et là, je voudrais vous signaler un roman que j'ai lu, qui m'a hérissé le poil, tellement il était vraiment d'un antisémitisme forcené, mais il y avait quand même quelques descriptions intéressantes, et ça donne quand même une certaine importance à la femme juive. Je voudrais dire qu'on l'a créditée d'un pouvoir tellement extraordinaire que je vais me faire le plaisir de vous raconter en gros de quoi il s'agit. C'est un livre qui s'appelle Fortunée la Juive, qui est écrit par un certain Maurice Laquière. Je n'ai rien trouvé sur ce personnage, ça doit être son seul livre, il a dû le cracher dans un moment de haine. Et donc, en fait, ce qu'il veut décrire, c'est la judaïsation de la France qui est fille aînée de l'Église, évidemment. Donc, il va prendre pour personnage, il va créer un personnage, je doute que ça a été un personnage réel, donc il va la faire naître à Debdou, donc un petit village qui se trouve à la frontière algérienne. Et d'ailleurs, et en plus, c'est pas innocent, parce que Debdou est une ville où la tradition est maintenue, où les gens sont très très religieux, et cette jeune fille parvient à faire des études à Oran, et elle a tellement bien travaillé qu'elle arrive à avoir une bourse, elle se retrouve à Paris, et il écrit qu'elle est tellement rusée qu'elle arrive à infiltrer la haute société. Extraordinaire. Et de ce fait, elle rencontre un aristocrate et elle se convertit. Mais tout ça n'est qu'apparence, parce que quand son fils naît, elle va s'arranger pour le faire, circoncire en secret. Et quand le mari découvre ça, il est tellement malheureux qu'il la renvoie chez elle à Debdou, et alors voilà ce qu'en 1941 on peut écrire sur une juive marocaine. Mais peut-être qu'on ne fait crédit, qu'on ne donne qu'aux riches. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point ça n'a pas été inspiré, peut-être. Ça n'est pas impossible, mais en tous les cas, c'est écrit dans le sang, la haine et l'antisémitisme. C'est très impressionnant de lire des textes comme cela, parce qu'on se demande si on va aller jusqu'au bout. Et à la fois, on a besoin de lire ça pour se convaincre que ça a débouché sur des actes absolument atroces. En fait, ce qui va arrêter net l'application des lois Vichy, c'est le débarquement américain qui va survenir le 8 novembre 1942 sur les côtes marocaines. Et à partir de là, il va y avoir encore des conséquences, toujours dans le sens de la mutation, peut-être pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, parce que il va y avoir un grand nombre de soldats américains qui vont s'installer là. Il va y avoir une base américaine, la base de Noisseur et de Kénitra. Ils vont embaucher un très très grand nombre de juifs, et notamment du personnel féminin, ce qui va bien sûr entraîner des mariages, mais il va y avoir des répercussions beaucoup moins heureuses, dans le sens où ils vont introduire aussi les boissons alcoolisées à forte dose, et aussi pas mal de prostitution. Je vais conclure de toutes les façons. Je vais m'arrêter au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que se dessine le grand déracinement. Et c'est à ce moment-là aussi que les femmes sont tout à fait... elles n'entravent pas cet exode, elles sont investies dans
dans ce mouvement de départ. Et aussi, elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, terriblement sionistes et elles n'hésitent pas à abandonner finalement derrière elles une histoire qui est vieille de 2000 ans, sinon plus. Et elles ont toujours l'espoir de reconstruire ce qu'elles avaient en Israël, en France, en Amérique ou au Canada. Et maintenant, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que leur émancipation est absolument avérée sous toutes les latitudes, mais que quand même, bon gré mal gré, elles préservent les usages et les traditions qu'elles avaient pourtant essayé, et comme je vous l'ai montré, qu'elles avaient pourtant essayé de dépoussiérer et dont elles voulaient se libérer, mais pas trop. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais voir si vous avez des questions. J'en avais une toute petite. Vous avez bien montré combien cette mutation et cette émancipation est allée plus vite pour les femmes juives du Maroc que pour les femmes musulmanes. Est-ce qu'il y a aussi des différences, par exemple, avec d'autres sociétés juives du Maghreb? Quand vous pensez, par exemple, à l'Algérie ou à la Tunisie, est-ce que c'est un processus à peu près équivalent ou qui est différent du fait, par exemple, que la présence française était beaucoup plus forte en Algérie? Alors, concernant l'Algérie, ça va dépendre des régions, des villes. Il y a des villes qui sont restées terriblement traditionnalistes et conservatrices. Mais quand même, le mouvement d'évolution et d'émancipation a été quand même beaucoup plus rapide en Algérie dès lors que la présence française remonte à 1830-32. Et qu'au Maroc, on voit que ça commence avec l'Alliance, donc 40 ans plus tard presque. Quant à la Tunisie, l'évolution se fait sentir aussi plus rapidement qu'au Maroc, je dirais, parce qu'il y a eu des lois qui ont été instaurées avant même que les Français n'arrivent en 1881, qui ont été instaurées par le D pour que l'égalité des Juifs et des musulmans soit un fait réel et avéré. Donc les Juifs ont pu malgré tout se sentir moins sclérosés, moins enfermés. Et les femmes, de ce fait, il y a eu beaucoup plus de femmes bachelières en Tunisie dans les années 14-15 qu'au Maroc, puisque la première femme avocate est Hélène Cazès, alors que déjà en Tunisie, il y avait des femmes bachelières, il y avait déjà des avocates, et on le sent, le mouvement s'est accéléré en Tunisie par rapport au Maroc, oui, c'est clair. Très remarquable, je trouve, par rapport au mouvement féministe beaucoup plus contemporain, c'est ce que vous avez souligné, le fait qu'aucune d'entre elles ne revendiquait l'égalité des sexes. Oui. Enfin, contemporain, si on remonte effectivement à Simone de Beauvoir, mais c'est vrai que ça, c'est quand même assez étonnant à entendre. Et pourtant, elles sont parvenues à leur fin. Oui, absolument. Avec des motivations réelles et des implications réelles. Oui, elles partaient de plus loin aussi. Oui, elles partaient de plus bas. Quand Simone de Beauvoir intervient avec son troisième sexe, les femmes sont déjà largement libérées. Elles ont même déjà le droit de vote. Oui. Au Maroc, la citoyenneté, le droit de vote, ce sont des paramètres qui sont tout à fait inconnus des femmes et qu'elles ne revendiquent même pas tellement il y avait à dépoussiérer, à acquérir. Oui, c'est ça. Voilà, elles étaient dans un enfermement qu'elles ont mis, somme toute, pas si longtemps à vaincre. Oui. Et c'est ce qui m'a attiré dans l'envie d'approfondir ce sujet. C'est d'aller voir comment on sort d'un Moyen-Âge pour arriver en France et arriver à occuper des postes importants, à écrire, à diriger quelquefois des entreprises. Oui, c'est ça, dans tous les domaines, l'éducation, mais pas seulement, etc. Absolument, oui. Oui. Et de même en Israël, on est quand même... en Israël, le mouvement a été plus lent parce que les séfarades n'ont pas bénéficié nécessairement
d'avantages qu'on aurait pu leur octroyer plus rapidement. Ils arrivaient là avec quand même il y avait des stéréotypes collés à leur bagage, ça c'est sûr. Mais actuellement, la différence s'est estompée malgré tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, vous dites que les femmes travaillaient, elles ont commencé à travailler très tôt, Oui. mais est-ce qu'elles étaient autonomes financièrement ou est-ce qu'elles étaient encore sous la tutelle de leur mari ou de leur père? Leur salaire, elles le dépensaient pour la maison, mais est-ce que c'était elles qui géraient leur budget sans contrôle de l'autorité paternelle ou maritale? Ces femmes qui travaillaient, en général, appartenaient à des milieux plus ou moins défavorisés. Et je dirais que même il se trouvait que les maris n'avaient pas de profession sérieuse ou qui leur permettait d'avoir un vrai bon salaire. Ils avaient des revenus complètement aléatoires. C'était souvent des artisans qui faisaient partie. Je n'ai pas voulu vous parler de la façon dont était organisée cette société, mais malgré tout, il n'y avait pas de classe moyenne. Il y avait les gens très riches, les gens moins pauvres et les gens très pauvres. Donc ces femmes qui sortaient travailler, c'était indispensable qu'elles sortent. Sinon, il n'y avait pas de revenus. Sinon, c'était sûrement... Bon, on ne crevait pas de faim parce qu'il y avait toutes ces associations qui étaient mises en place. Il y avait une solidarité évidente. Mais elles sortaient d'abord parce qu'il y avait un besoin. Mais c'est moi qui ai dit qu'en sortant, effectivement, elles s'étaient libérées. Elles ne le vivaient peut-être pas comme ça. Elles le vivaient comme une absolue nécessité pour nourrir leur famille. Et ce n'était pas vu non plus comme moi je l'ai vu, comme on peut l'analyser a posteriori, c'est-à-dire dire ça va être lourd de conséquences. Elles ne l'ont pas vu comme ça non plus. Elles l'ont vécu, je pense, au quotidien pour subvenir à une situation qui bien souvent était difficile et pénible. Et c'était la pauvreté, une grande pauvreté. Une petite, moi, je suis monomaniaque sur l'Alliance. Oui. Après la fondation des écoles de l'Alliance, il y a des écoles religieuses qui se forment Oui. pour justement concurrencer évidemment l'Alliance tellement laïque, trop française. Est-ce que, alors c'est l'Alliance qui la première scolarise les filles. Est-ce qu'il y a eu à un moment la création d'écoles plus religieuses pour concurrencer l'Alliance? Et alors, j'en connais pour la période après la Seconde Guerre mondiale, mais est-ce qu'il y en a déjà avant les systèmes scolaires? Ce mouvement du rabbin Alpérine, c'était pour contrer l'Alliance, justement, parce qu'il jugeait que toute la partie cultuelle n'était pas suffisamment enseignée. Mais Emma Banim scolarisait des filles? Alors, Emma Banim scolarisait des filles. À partir d'un certain moment, après-guerre, oui. Avant-guerre, je ne crois pas. Mais la volonté, non, avant-guerre, non, il n'y avait que des garçons. La volonté de Zeev Alpérine, c'était vraiment de contrer l'œuvre de l'Alliance qu'il trouvait trop profane, trop laïque. Peut-être aussi ne supportait-il pas qu'il y eut des filles dans les écoles, peut-être, je ne sais pas. Il venait d'un mouvement hassidique. Donc, non, mais l'Alliance ne sait pas... je pense que le jour où on voudra avouer toutes les difficultés que l'Alliance a rencontrées pour s'inscrire dans le réseau scolaire du Maroc et pour lutter contre tous les rabbins qui n'acceptaient pas nécessairement qu'on vienne contrer la façon dont ils enseignaient aux enfants, je pense qu'on aura fait un grand pas dans la transparence de notre histoire. C'est pas encore fait, c'est vrai, c'est pas encore fait. On est là tout le temps à encenser l'œuvre de l'Alliance. D'autres non, d'autres vont dire, mais enfin, ils ont acculturé. C'est un vrai débat qu'on retrouve dans les familles, etc. Ils ont acculturé
tous ces juifs. Moi, par exemple, qui ai fréquenté l'Alliance à Marrakech, au groupe Jacques Bigard, on nous interdisait de parler l'arabe entre nous. C'était interdit. Sauf dans la cour où, à ce moment-là, tout le monde se relâchait. Et alors, il y avait des injures qui circulaient, un vocabulaire mais absolument lamentable, etc. Et les institutrices se détournaient comme par dégoût. Par dégoût. Elles étaient sous le préau et de temps en temps, il y en avait une qui posait un œil un peu écœuré sur le fait que jamais on s'en sortirait parce qu'on parlait cette langue-là. Alors, ça aussi, c'était un problème parce que est-ce qu'on a eu raison d'interdire cette langue qui finalement va avoir pour résultat de mourir avec ses derniers locuteurs? Ça, je ne sais pas aussi. Mais il y a eu une acculturation évidente. Mais sans cette acculturation, que serions-nous devenus? Ça aussi, c'est... Non, mais c'est vrai, parce que quand il m'arrive de retourner au Maroc, et ça m'arrive bien une fois dans l'année, je me rends compte que, et vraiment en le déplorant, que ce que nous avons laissé est encore en l'état. Quelquefois, le petit boutiquier dans 2 mètres carrés, etc., c'est fini. Je ne vois plus aucun juif qui supporterait d'aller faire des arcades, des petits boutons, etc., dans une boutique de 2 mètres carrés. C'est plus possible. Donc, il y a aussi, peut-être qu'avec l'Alliance, un sentiment tout d'un coup d'ambition qui s'est inscrit alors qu'il n'était pas nécessairement palpable. Ça, c'est quand même rendre la dignité à des êtres humains, il me semble. Donc de ce point de vue, on peut discuter, faire un bilan, dire tout ce qu'on veut, mais à la fois il y a un prix à payer pour obtenir cette fierté d'être un être humain à part entière et d'avoir droit, ma foi, à des droits égalitaires. Donc pour moi c'était positif, hein, certainement. Non, non, c'est vrai que ils l'ont fait comme une libération. Il y avait une libération. Alors là, en revanche, ce qui est peut-être, puisqu'on est en train de mettre sur la table ce qui était bien ou pas bien, il y avait peut-être une erreur a été certainement commise, c'est de faire venir des instituteurs d'Andrinople, qui avaient un regard posé sur les petits juifs marocains, dont moi, un petit peu hautain quand même. Et ça, on n'oublie pas, parce que tout d'un coup, on se rend compte qu'entre juifs, on peut aussi avoir de l'intérieur, avoir un regard malveillant, et ça, c'est une douleur. Et ça, peut-être que ça aurait pu être un peu, je ne sais pas, il y aurait peut-être eu une formation des maîtres sur la structure mentale des uns et des autres. Je ne sais pas. Ça, en tout cas, c'est un des points noirs qui m'est resté en travers. Oui, sauf que l'Alliance était dans l'optique colonialiste. Clairement. Ah, mais clairement. Je veux dire, elle était de son époque. Elle s'en est jamais cachée. Elle était de son époque. Non. Ça a été une... En fait, tous ces fous de la République qui ont créé cette alliance ont été brillants. Ils ont été géniaux parce qu'ils ont enfourché un créneau qui a été soigneusement mis en place, etc. Alors, ont-ils été manipulés? Ça aussi, c'est une question que j'aimerais bien qu'on mette sur la table, parce que les deux sont vrais. Ils ont été manipulés par la France, et ils ont manipulé pour que ces juifs, tout d'un coup, aient les mêmes droits qu'eux. Donc, oui, ce sont peut-être des faux débats dans le fond, puisque le résultat est quand même, le résultat est excellent. Non? Merci à vous de m'avoir écouté.